Il est 19h50, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, 17 personnes enlevées dans 2 navires au large du Vouri à quelques kilomètres du port de Douala. Le rapt s'est produit vers 2 heures ce matin. Les ravisseurs ont amené leurs otages de plusieurs nationalités vers une destination jusqu'ici inconnue. Dans l'actualité également ce soir, 7 jours, c'est le délai donné par le gouvernement à la société en charge de la distribution de l'énergie électrique pour rétablir l'électricité à Yaoundé. Plongés dans la pénombre depuis bientôt une semaine, les habitants d'une partie de la capitale multiplient des stratagèmes pour pouvoir s'éclairer. Les groupes électrogènes ont la côte dans la capitale camerounaise. À la une également ce soir, l'appel à la reprise de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. L'archevêque métropolitain de Yaoundé l'a martelé dans son homélie d'Assomption ce jour à Yaoundé. Jean Barga insiste sur le droit des enfants à l'éducation. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, nous le disions en titre, 17 personnes enlevées dans un navire au large du Vouri, à quelques kilomètres, 50 kilomètres précisément du port autonome de Douala. Le rapt s'est produit aux environs de 2 heures ce matin sur la bouée de base à 50 kilomètres du port de Douala, juste à l'approche de la mer, dans le golfe de Guinée précisément. Les ravisseurs se sont introduits dans 2 navires, ils ont kidnappé 9 marins dans l'un et 8 dans l'autre et ce serait retiré à bord d'une embarcation. Pour l'heure, la Marine nationale, le bataillon d'intervention rapide ratisse la zone d'enlèvement et d'ailleurs toute la mer et la gendarmerie nationale mènent des enquêtes depuis les navires qui ont donc été attaqués. Des sources indiquent que les otages seraient des Asiatiques et des Européens. Ils auraient été enlevés par des Nigérians. Nous vous reviendrons avec d'amples informations dans nos prochaines éditions. Le prêtre de la paroisse de Kimakon, kidnappé, puis relâché, et puis ce kidnapping sème l'émoi au sein du diocèse de Kumbo. L'évêque a d'ailleurs pris la parole. Georges Nkou est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il qualifie d'actes monstrueux et barbares. Le père Dieudonné a donc été relâché, torturé pendant près de 5 jours par des activistes qui se réclament justement de la sécession du Cameroun. Le reportage de Patrick Ngwanya. Georges Okou, évêque du diocèse de Kumbo, dit non et exprime son désarroi quant au kidnapping et torture dont font face les prêtres de son diocèse. Le dernier en date est celui du prêtre de la paroisse de Kikaikom. Le prêtre de la paroisse de Kaikom a été enlevé pour 5 à 6 jours et est violemment torturé avec méchanceté. Il a subi les humiliations les plus atroces. La situation est telle que quand il y a des conflits, les populations vont se réfugier à l'église et les prêtres sont les seuls qui sont encore sur le terrain et subissent au quotidien les affres de cette guerre. Le prélat qui a été enlevé, torturé puis relâché est actuellement sous soins intensifs à l'hôpital général de Chisom. Il a été torturé parce qu'il a accusé à tort de collaborer avec les militaires, de venir en aide aux enfants martyrisés, ce qui n'est pas vrai. Il a été monstrueusement tabassé. Je dis bien monstrueusement tabassé. Et ce genre de choses n'est pas digne de notre pays. Il faut également noter que suite à cet enlèvement, l'évêque de Kumbo a ordonné la fermeture temporaire de la paroisse de Kikaikom, tout en précisant que l'école catholique de Kumbo est fin prête pour accueillir les élèves à la rentrée prochaine, car l'avenir des enfants en dépend. Et en parlant de la rentrée justement, campagne Back to School plutôt utopique pour les populations de Babessi dans le Ngoketunja, région du nord-ouest Cameroun. Le fond de la localité de passage à Douala fait la peinture d'un village où règne la terreur depuis plusieurs mois maintenant. Il lance par ailleurs un appel aux autorités pour une résolution rapide de la crise sécuritaire pour une rentrée scolaire effective dans la localité. Les détails avec Charles Robert Itok et Guy Fotso. La rentrée scolaire 2019-2020 reste une vue de l'esprit pour les populations de la localité de Babessi dans le nord-ouest Cameroun. Fon Oliver Sondomembio III, chef du dit village, revient sur le pourquoi de cette utopie.
Avec la situation qui se présente maintenant, en réalité, je ne pense pas qu'il pouvait avoir un rentrée scolaire effectif si rien n'est fait pour résoudre, même jusqu'à un niveau, la crise qui est en train de secouer les régions de nord-ouest et sud-ouest. La crise sécuritaire, selon le FON, touche le plus les zones rurales, exposées aux échanges de coups de feu entre séparatistes et forces républicaines, plombant ainsi toute activité. Toutefois, depuis l'avènement de cette crise, un calme apparent est observé ces derniers jours. C'est un peu calme parce que d'autres villageois ont pu prendre les gens qui ont perdu leur maison chez eux. Pour les aides, il y a les élites et les amis de Babissi qui ont déjà commencé à cotiser, mais c'est un peu lent. Malgré les eaux de rural grandissant dans cette localité, la solidarité et le vivre ensemble sont de mise et cela s'est mis en exergue lors des dernières inondations enregistrées dans la localité de Babissi. Comme nous sommes une famille, donc le problème, les soucis de certaines personnes sont le souci de tout le village. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'avoir la cotisation des élites de Babissi et les amis de Babissi pour pouvoir venir en aide de les gens qui sont les victimes. Le FON Oliver, son domaine Bio 3, dans Lungok-Itoudia, région du Nord-Ouest, appelle les gouvernants à une action concertée pour une solution réelle à cette crise qui perdure depuis bientôt 3 ans. Action concertée également requise pour cette artiste camerounaise, la chanteuse Maman Guéa. La Camerounaise va mal, son état de santé se dégrade au fil des jours. Depuis hier, un SOS est lancé dans les réseaux sociaux pour lui venir en aide. Elle souffre d'un diabète et est à bout de ressources pour continuer de prendre soin d'elle. Yacet Trésor-Tanon et François Mi l'ont rencontrée ce jeudi à Douala. Maman Guéa, la Camerounaise, dans son état le plus mal. 16 ans qu'elle est diabétique, 16 ans de lutte en silence. C'est dans son domicile à Bonendale, dans l'arrondissement de Douala 4e, que nous la rencontrons ce jeudi 15 août. Pour la première fois, elle parle à cœur ouvert de son état de santé à un média. Je me sens pas bien parce que quand je suis comme ça à la maison, j'ai pas de palu, hein. J'ai pas de palu, mais le soir, là, tout à l'heure, ça commence, les pieds commencent à dandiner. Je sais pas ou bien parce que j'ai pris beaucoup d'antibiotiques, parce que c'était fort. J'ai pris beaucoup d'antibiotiques, mais je me sens fatiguée. Avec l'aide de quelques mécènes et ses propres économies, elle dit avoir fait le tour des hôpitaux ces dernières années. J'ai passé 5 mois à l'hôpital où j'étais toujours en train de prendre les antibiotiques, les insulines. J'ai pris beaucoup de médicaments. Ce qui fait que quand je suis sortie à l'hôpital, j'étais touchée. J'attends le soutien. J'attends le soutien des gens. Il faut que les gens aussi essayent d'acheter les CD. Après son séjour de 3 semaines à l'hôpital Akantini de Douala, la chanteuse est frappée par un incendie dans sa chambre. Elle a été réveillée brusquement, étouffée par la fumée. Heureusement, l'incendie a été maîtrisé aussitôt. Ici, quelques traces sur le matelas. C'est au salon qu'elle dort depuis l'incident. Un salon où sont accrochés quelques souvenirs, les distinctions honorifiques et même des photos avec les autorités du pays, comme celle-ci, avec la première dame Chantal Biya. Depuis quelques jours, le SOS est lancé par ce jeune artiste pour redonner du sourire à l'artiste qui l'a bercé. Maman Guéa, pour moi, c'est une icône. C'est une sommité et elle était au plus mal, très très mal. Donc je me suis dit, je suis arrivé, j'ai causé avec elle, je lui ai dit, maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens te viennent en aide. On a décidé donc de faire ce petit direct sur Facebook et aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions. Selon une proforma, Maman Guéa a besoin de 10 millions de francs CFA pour une évacuation au Maroc en vue d'une prise en charge pour une éventuelle opération. Elle a besoin de ses fans et des âmes de bonne volonté.
Et dans la même veine, Marthe Zambo et Henri Ndjor, deux artistes de renom camerounais, sont annoncés également dans un état de santé préoccupant. Nous y reviendrons. On parle de la célébration de l'Assomption à présent au secteur paroissial de Ouka, site de la nouvelle cathédrale de Bafoussam. L'administration du secteur invite le peuple de Dieu à initier le programme de vie de Marie, Mère du Christ. Précision d'une messe chrétienne particulière avec Walter Bertrand à Bafoussam. Le secteur paroissial spécial de Ouka, par Bafoussam, site abritant le chantier de la nouvelle cathédrale de Bafoussam, a commémoré ce 15 août l'Assomption, une fête exceptionnelle au sein de l'Église universelle, toute une messe chrétienne particulière qui a célébré un enlèvement, un transfert dans les cieux du corps et l'âme de Marie. La mort et la résurrection de la Mère du Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. L'Assomption de Marie, c'est tout un programme de vie de la Vierge Marie, depuis la rencontre avec l'ange Gabriel dans l'Annonciation, jusqu'à ce qu'elle reçoive le corps de son Christ, inerte entre ses bras. Marie a eu une vie vraiment très évolutive. Donc notre message, ce que nous avons décelé et ce que nous recommandons vivement aux chrétiens, c'est de veiller à ce que notre vie spirituelle, notre relation à Dieu soit une courbe montante, comme ça a été le cas pour la Vierge Marie. Outre la pensée du paradis, comme destinée de l'homme, l'espérance chrétienne, l'engagement de plusieurs. Et en ce jour de la montée au ciel de la Vierge Marie, dans notre secteur spécial de Ouka, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil de ces nouveaux baptisés. 14 au total, le baptême des bébés et puis de 2 adultes qui ont fait leur entrée dans la maison du Seigneur. L'Église, au-delà des interpellations, fait tout un programme d'une vie spirituelle à imiter. La montée au ciel de la Vierge Marie, tout aussi particulière à Loum, dans le département du Mungo. Les chrétiens de la paroisse ont commencé par une procession avant de suivre l'homélie du jour. Le point avec Marc Chouamou et Lucien Ondjakou. C'est par une marche en faveur de la paix que les fidèles catholiques de la ville de Loum ont entamé cette fête de l'Assomption. Près d'1 kilomètre jusqu'à l'église. Un acte pas du tout anodin, selon le curé de la paroisse de Loum. Quand nous sortons, quand nous marchons sur les artères, c'est pour faire comprendre à la population que voilà, nous affirmons, nous honorons Marie. Marie a une place fondamentale dans notre vie de foi. La paroisse Saint-Jean-Vialet de Loum a fait salle comble ce jeudi matin, jour de l'Assomption. Ils étaient nombreux à commémorer la Vierge Marie. Ce jour représente pour nous, les chrétiens catholiques, la solennité de la montée de la Vierge Marie auprès de Dieu le Père. Marie a été la mère de l'humanité, c'est par elle qu'est venu le Sauveur. Un jour de solennité pour la Vierge Marie, que nous vraiment, qui est notre patronne, et que nous prions à ce que nous puissions faire être comme elle, son modèle dans la vie. La pluie qui s'abat sur la ville depuis le matin n'a pas ébranlé la foi de ces nombreux chrétiens de la paroisse Saint-Jean-Vialet de Loum. On se rend tout de suite à Yaoundé. On continue de parler de la célébration de l'Assomption ce jour, notamment avec le poulet au menu de la célébration, mais aussi et surtout de cette homélie de Monseigneur Jean Baga qui appelle à la reprise de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Bonsoir, Alain Gislankanga. Bonsoir Michael Tipkeo, bonsoir à tous. Effectivement, en ce jour d'Assomption, le poulet constitue en ce moment le menu principal de plusieurs ménages. Ce matin, c'était la ruée vers cette volaille au marché des Toudji ici à Yaoundé. Sa rareté a poussé les commerçants à le vendre à prix d'or. Reportage Karel Mizatatuya, Maria Mazou et Vuidessi. Cette dame veut absolument se procurer ce poulet pour la fête. Mais elle a du mal à arriver au prix d'achat. D'où la discussion entre le vendeur et elle. Non. Je te dis la vraie version. On fait alors comment? Je te dis la vérité. Ça pèse bien même, correctement même.
Finalement, elle s'en sort gagnante. Comme elle, bon nombre de femmes se sont rendues au marché étudié à Yaoundé ce jour pour acheter la volaille la plus prisée en ce 15 août, jour où l'on célèbre l'élévation de la Sainte Vierge Marie au ciel. Mais elles sont confrontées au prix qui n'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Puisque les poulets maintenant sont un peu rares, selon un peu de fait maintenant, on augmente un peu le prix en fonction également de l'élevage, en fonction des dépenses effectuées. Mais il est bien vrai que comme il y a la rareté également, nous avons assez de clients, nous vendons aussi mieux que les jours habituels. Parce que les poulets qu'on vendait à 3 000 francs, maintenant à 3 500, vu la rareté des poussins sur le marché. Raison pour laquelle nous vendons à ce prix. Mais pour faire plaisir aux enfants, les femmes sont contraintes de puiser dans leurs réserves. Très cher, 3 900, 9 000, 10 000. C'est très cher, ils disent que parce que c'est la fête. On va faire comment? Ce qui arrange les affaires des commerçants. Ceux qui sont au nettoyage des poulets aussi tirent leur épingle du jeu. Je ne sais même pas quoi vous dire parce que les clients ils débordent un peu de partout. On cherche même les déplumeurs, il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, le travail il est énorme et il est rentable. Pour eux, la fête est belle. Et pour ceux qui sont encore à table, bon appétit. Elles ont fait le choix d'être à l'image de la Sainte Vierge Marie. Servantes dévouées, elles ont consacré toute leur vie à la mère de Jésus-Christ. Ces religieuses sont de plus en plus présentes à l'Église catholique. Zoom ce soir sur les Équanes Maria de la paroisse Marie Médiatrice des Toudi avec Sorel Mbo et Lumbondo. Arborant les tenues aux couleurs du ciel, cheveux dissimulés, à l'exemple de la Vierge, ce sont elles, les Équanes Maria. Ici à la paroisse sanctuaire des Toudi, les membres de cette association sont au service de Marie, Mère de Dieu. Des prières sans répit, l'Équane Maria est l'appellation des femmes dévouées à la Mère de Dieu dans l'espace culturel du centre et du sud. Elles ont chaque année un nouveau défi. On a chaque spiritualité par an. Parce que cette année, c'est la spiritualité de Saint Joseph. L'année prochaine, ce sera une autre spiritualité. Dans une paroisse où l'Équane Maria n'existe pas, cette paroisse ne vit pas. La confrérie Sainte-Marie n'est pas qu'un groupe de prière. Elle contribue aussi aux œuvres caritatives. Quand il y a les dons, quand il y a des choses à la paroisse qu'il faut faire réussir la paroisse pour que la paroisse soit illuminée, c'est l'Équane Maria d'abord en premier lieu. Marie, Mère de Dieu, reste et demeure un modèle pour cette confrérie de femmes. L'archevêque métropolitain de Yaoundé a célébré la messe ce 15 août à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Unvolier, une messe qu'il place sous le signe de la paix et de la reprise de l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, élément réalisé avec le concours de Guy et Tom et Samuel Bonis. La basilique Marie-Reine des Apôtres d'Unvolier brille de mille feux ce 15 août 2019, jour d'Assomption. La messe est dite ici par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Pour cette célébration œcuménique, le message que nous laisse la Vierge Marie est clair. La culture de solidarité. J'encourage toutes les associations, les solidarités, les tontines, les ONG humanitaires, qu'à tous les niveaux, tout le monde se mobilise pour faire partie de ceux qui participent à la résurgence des vies. En parlant de solidarité, l'homme de Dieu appelle à la résolution de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il est temps que nos enfants du Nord-Ouest et du Sud reprennent l'école. C'est le plus grand bien qu'une société peut donner à son enfant, le former pour l'avenir. Dans une ambiance chaleureuse, impulsée par les chorales, de nombreux fidèles ont reçu le Saint-Sacrement de la confirmation. Autre chose à présent, le gouvernement explique la pénombre à Yaoundé après une semaine d'un sévère rationnement de la fourniture d'électricité dans la capitale. Ministre de la Communication et ministre de l'Eau et de l'Énergie accompagnés des patrons des NEO et de la Société de transport d'électricité au créneau pour annoncer les mesures urgentes prises pour réponse rapide. Rodrigue Tonguet, Serge Alazéou. Pilule amère mais incontournable. Elle est confirmée par l'une des voies les plus autorisées.
Le ministre de l'eau et de l'énergie en conférence de presse conjointe. Un programme de délestage qui est publié dans les réseaux sociaux. Je vois que Néo a pris le soin de publier ce programme de délestage. Nous sommes obligés de retirer certains ménages, donc de couper. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous délestons, même si tous les ménages sont connectés. Effet immédiat de la rupture d'énergie durant des heures dans les ménages de la capitale. Devant la presse, les autorités publiques indiquent que c'est 28% de demandes en énergie dans la ville de Yaoundé qui souffriraient seules si l'on ne procédait pas au délestage. C'est celle connectée au poste de transformation de Mélène, sinistrée par un incendie depuis le 8 août dernier. Les Yaoundéens appelés à souffrir ensemble, à l'exception de quelques privilégiés. Les endroits sensibles, comme les hôpitaux, comme les stations de pompage et de traitement d'eau, parce que s'il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas d'eau. Du ministre Elundo et Somba, la presse apprend que dès les débuts des travaux, il faudrait 7 jours pour un retour à la situation antérieure au 8 août. Sauf autre surprise qui modifierait ces délais. Nous devons nous assurer que la reconnexion se fait dans des délais brefs, mais en toute sécurité. Sécurité des hommes et sécurité de la fourniture en électricité. Et s'il y a un glissement de date, si nous n'arrivons pas donc à délivrer dans les délais qui ont été prescrits, nous informerons le public à temps. Pour le porte-voix du gouvernement, cette sortie conjointe vise à rassurer les habitants de la capitale contraints de modifier leurs habitudes. Je pense que ces éclairages vont permettre également de mettre un terme à un certain nombre de spéculations qui avaient cours ici et là, et au moins nous conforter dans le sentiment que toutes les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement et par les organismes dédiés pour faire face à la situation. Embellie dans une dizaine de jours, promesse gouvernementale. Et les populations de la ville de Yaoundé optent pour une source d'énergie palliative en attendant le retour à la normale de l'électricité. Dans les ménages comme dans les commerces, l'utilisation du groupe présente moult avantages, même si les coûts de fonctionnement restent élevés. Janice Kamga et Jean-Bernard Tanier, reportage. Ce geste est devenu un rituel chez les Yuadje, au quartier Nkolbison à Yaoundé. Depuis une semaine de délestage, le groupe électrogène que voici est la principale source d'énergie palliative du foyer. Il faut automatiquement un groupe pour faire apprendre les enfants, puisque c'est invivable. Grâce à ces groupes, on peut dire que nos aliments ne se gâtent pas comme dans d'autres mini-cités. Même scénario chez les responsables d'entreprises, la possession d'un groupe électrogène est la condition sine qua non à la bonne marche du business. Si je n'avais pas eu mon groupe électrogène depuis ce matin, je n'aurais rien travaillé du tout. Alors, j'ai mon groupe, ça me permet de faire mon chiffre, j'ai mis mes clients à l'aise. Sur le marché, le précieux sésame est couru, d'autant plus que les prix sont de plus en plus abordables. Il y a les groupes de 35 000, les groupes de maisons qui peuvent aller à 3 maisons, c'est-à-dire une maison et les cuisines. Oui, il y a les petits groupes, il y a des grands groupes pour des sociétés, des grandes entreprises, également des hôtels. Néanmoins, ce bon plan s'accommode de quelques inconvénients qu'il faut pouvoir supporter. Les bruits que vous entendez là, ça met les clients mal à l'aise. C'est environ 15 litres de carburant par jour, soit dans les 10 000 francs. Vous voyez, si vous consommez 10 000 francs de carburant en une journée, c'est pratiquement le bénéfice de la journée qui est parti. En attendant donc la fin des 7 jours de délai avant le rétablissement par la Compagnie nationale de l'énergie électrique, le groupe électrogène, lui, a encore de beaux jours devant lui. Parlons à présent de cette nouvelle cuvée d'étudiants camerounais boursiers de la Chine. Il vient d'être consacré. La cinquantaine, ainsi sélectionnée, va rejoindre l'empire du milieu pour des études dans des secteurs pointus de la science. Ils ont été présentés au sein de l'ambassade de Chine à Yaoundé en présence de nos reporters Ghislain Périssono et Serge Alain Zébou. Depuis 2006 et bien plus, voici la cuvée 2019 des étudiants camerounais bénéficiaires des bourses chinoises. Cette année, ils sont 128 en partance pour l'empire du milieu à la conquête du savoir. C'est la matérialisation de la coopération universitaire et pédagogique entre la Chine et le Cameroun. La Chine a fait ces dernières années beaucoup de progrès
Et nous voulons aussi partager notre savoir-faire aux jeunes Camerounais. Pour nous, la jeunesse est toujours l'avenir de la nation. Et nous voudrions faire des contributions pour l'éducation et la formation des jeunes Camerounais, pour qu'ils puissent aller étudier en Chine, pour qu'ils puissent connaître la nouvelle réalité de la Chine. Les infrastructures, l'énergie, la santé et l'informatique sont autant des domaines retenus pour la formation des récipiendaires. Aux jeunes compatriotes camerounais qui aujourd'hui vont en train de bénéficier d'une éducation de qualité, une éducation de haut vol, et nous comptons sur ces jeunes-là pour pouvoir transformer et pourquoi pas propulser notre pays vers l'émergence. Jusqu'ici, ce sont 3000 étudiants, dont 300 bénéficiaires de bourses, qui trouvent leur compte en Chine. À chaque fois, un appel leur est lancé pour ne pas décevoir le développement économique, social et culturel de la terre de nos aïeux. Et nous promettons d'être des étudiants, d'être des bons étendards de la maîtrise néo-camerounaise, d'être des étudiants disciplinés et surtout d'être classés parmi les meilleurs étudiants étrangers en Chine. Une cuvée comme une autre, mais dans un contexte de 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et la suite de ce journal, c'est à Douala avec cet ancien journaliste émérite Jean-Baptiste Sipa. On en parle avec vous, Michael Tipkio. Effectivement, Alain Ghislain Kanga, Jean-Baptiste Sipa, la presse camerounaise qui porte le deuil, le journaliste présenté comme un doyen du journalisme au Cameroun, a entamé son dernier voyage ce jeudi, mort des suites de maladie à l'âge de 81 ans il y a quelques semaines. Ce féru de la plume laisse derrière lui une famille et une corporation totalement éplorée. Alex Lemé et Martin Luther Njemo. Il a cassé sa plume le 10 juillet dernier à Douala des suites de longues maladies. Jean-Baptiste Sipa, puisqu'il s'agit de lui, était de la vague de ces journalistes de la première école, ceux-là même qui étaient considérés comme des journalistes de combat puisqu'ayant exercé pendant la période des indépendances, une période qui lui aura servi d'école. Jean-Baptiste Sipa a été une icône de la presse camerounaise. Et quand il part ainsi, il quitte ce monde à plus de 80 ans. Cela signifie, d'après les Saintes Écritures, que c'est un homme vigoureux. Suivra donc la période des années 90 avec l'avènement du multipartisme au Cameroun, où l'on constatera le militantisme de celui-là même qui a toujours réclamé la démocratisation réelle du Cameroun. C'est une bibliothèque qui s'en va. Le regret, je n'ai pas pu mettre une clé USB en lui pour collecter tout ce qu'il avait. Son militantisme ne va pas s'arrêter là puisqu'il va s'étendre au-delà de la politique avec la défense des droits de l'homme, d'où son appartenance à plusieurs ONG y afférentes. Un immense combattant pour les libertés, pour les droits et un infatigable combattant jusqu'au bout, et il est mort debout comme il a vécu, dans la dignité. Et pour moi, j'ai une grande douleur au cœur. On n'oubliera pas que ce patriarche des journalistes qui s'en va aujourd'hui aurait été l'une des chevilles ouvrières du syndicalisme de la corporation du 4e pouvoir au Cameroun. Jean-Baptiste Sipa qui s'en va, qui sera inhumé ce samedi, n'était pas seulement une valeur qui a permis au mouvement syndical dans la presse de véritablement se mettre en place, mais il était un doyen pour toute la profession, pour toute la corporation des journalistes. Donc c'est un grand homme que la corporation paie, non seulement le SNJC, mais également toute la corporation des journalistes. Jean-Baptiste Sipa entamera donc son dernier voyage vers l'au-delà dès ce vendredi dans son Bayangam natal où il sera inhumé samedi 17 août prochain à 9h. Un autre fait tout aussi triste, un enfant de 3 ans brutalement assassiné dans la ville de Garoua. Le fait dramatique s'est produit hier au quartier Pays-Bas, porté disparu depuis quelque temps. C'est finalement le corps sans vie de l'enfant qui a été retrouvé dans une fosse septique d'un voisin avec des parties manquantes sur le corps, justement son sexe, les yeux et la langue ont été arrachés par les bourreaux. Les détails avec Aïssa Toubouba et Yasset Rezotano. C'est dans cette fosse septique au quartier Pays-Bas, dans la ville de Garoua, région du Nord Cameroun, que le corps sans vie de l'enfant de 3 ans a été extirpé. Porté disparu depuis quelque temps, c'est finalement dans la fosse septique du voisin, le nommé Bouba Troumba,
que le corps a été retrouvé avec quelques parties manquant à l'appel, notamment le sexe, les yeux, la langue et entre autres. La population furieuse face à ce qu'elle appelle un acte de trop s'en est prise au présumé bourreau, battant sur lui et sa femme. Les premiers éléments de la gendarmerie envoyés sur place n'ont pas pu le sortir des griffes de la population qui menace de l'abattre. Il a fallu l'intervention des éléments du bataillon d'intervention rapide avec du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Le père de l'enfant n'en revient toujours pas. L'enfant est sorti depuis hier. On l'a cherché partout dans le quartier. On a même fouillé les puits du quartier. Finalement, on l'a trouvé. Pourtant, le voisin l'avait caché avec pour intention de la tuer. La famille de l'enfant ne décolère pas et le bourreau supposé est désormais entre les mains des forces de défense. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un crime rituel. Le bourreau supposé aurait-il agi seul ou avec la complicité de certains? Comment l'enfant s'est retrouvé chez lui? Seuls les éléments de l'enquête ouverte par la police judiciaire de Garoua pourront déterminer les réponses à toutes ces questions. Restons à Garoua, mais cette fois allons à la rencontre de ce père de famille qui souffre depuis plus de 9 mois d'une douleur atroce au pied. Une plaie visiblement inguérissable devenue un véritable calvaire pour cet homme de 50 ans. Il demande de l'aide aux âmes de bonne volonté pour surmonter ses peines. Attention, certaines images peuvent choquer. Alex Lembe et Aïssa Toubouba une fois de plus. C'est un cas social qui suscite presque de la pitié. Le nommé Temdangdi Augustin, la cinquantaine bien sonnée, souffre d'un mal qui a fini par constituer un véritable handicap. Depuis 9 mois, ce père de famille dit n'avoir pas fermé l'œil. À l'origine, le mal de ses pieds, un pied devenu presque inguérissable. Progressivement, la chair est quittée, laissant entrevoir juste les os. Dépassé par cette douleur indescriptible, ce père de famille de 5 enfants vivant à Garoua, dans la région du Nord, est aujourd'hui sans voix. Le mal persiste, son état de santé se détériore au fur et à mesure que le temps passe. Il lance ici un cri de détresse à toutes les âmes de bonne volonté. Le docteur fait sa visite le lundi, alors fait la visite le lundi. Il vient trouver que les orteils ici étaient brûlés. Les orteils là étaient brûlés comme si on avait mis du feu même. Lui, il a été étonné. Bon, il dit que vraiment, de là, l'intervention du chirurgien. Il m'amène, il dit que, bon, on avait déjà parlé. J'ai dit, on a parlé, comment mon docteur? Il dit, vraiment, ça ne va pas aller, il faut 200 000. Bon, dans les 200 000 là même, les 200 000 ne vont pas suffire. C'est son major qui me dit maintenant que son major, que les 200 000 ne vont même pas suffire. Il faut 400 000. Il souhaite également qu'on lui vienne en aide afin de trouver voies et moyens pour soigner son mal. Retraité depuis quelques années et vivant à Garoua avec sa grande famille, Augustin Temdangdi tend une main à toutes les personnes pour voler à son secours. Comme vous le voyez, son pied ne fait que s'empirer. Et en phase de putréfaction avancée, ça sèche. Vraiment, la famille est pauvre, la famille n'a rien. 9 mois déjà que cela dure et le bout du tunnel est visiblement loin et encore très loin. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur nos antennes et à demain, 19h50. Bonsoir.